Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Le balcon était parfait. Pendant la première bobine de Frankenstein Jr., Richie repéra Henry Bowers et sa bande de tordus juste au deuxième rang, comme il l'avait prévu. Ils étaient 5 ou 6 en tout, tous des 7e, 6e ou 5e, et tous leurs bottes de moto sur les dossiers de la première rangée. Foxy venait, leur disait de les mettre à terre, ils obtempéraient. Dès qu'il avait tourné le dos, les bottes réapparaissaient. 10 minutes plus tard, la comédie recommençait. Foxy n'avait pas le courage de les vider et il le savait. Les films étaient vraiment bien. Le jeune Frankenstein était convenablement balourd. Le loup-garou adolescent faisait davantage peur, peut-être parce qu'il avait quelque chose de triste. Certes, il avait été victime de l'hypnotiseur, mais c'était à cause de la rage et des mauvais sentiments qu'il avait en lui qu'il s'était transformé en loup-garou. Richie se demanda s'il y avait beaucoup de personnes comme ça, dissimulant d'ignobles sentiments. Bowers débordait de tels sentiments, mais ne se souciait guère de les cacher. Beverly était assise entre les garçons, mangeait du popcorn dans leur cornet, criait, se cachait les yeux, riait parfois. Quand le loup-garou se mit à poursuivre la jeune fille, elle enfouit son visage dans le bras de Ben, et Richie entendit distinctement le hoquet de surprise qu'il eut, en dépit des hurlements des 200 gosses du parterre. Finalement, le loup-garou fut tué. Dans la dernière scène, un flic déclarait solennellement à un autre flic que cet exemple devrait montrer aux gens qu'il ne vaut mieux pas jouer avec ce qui relève de Dieu. Le rideau tomba, les lumières s'allumèrent, il y eut des applaudissements. Richie goûtait un bonheur sans mélange, si ce n'était un léger mal de tête. Il allait de nouveau falloir rendre visite au toubib pour les yeux et changer de verre. Quand il entrerait au lycée, c'est des culs de bouteille qu'il allait avoir devant les mirettes, pensa-t-il morose. Ben tira sur sa manche. « Ils nous ont vus, Richie !» dit-il d'un ton de voix sec et désolé. « Quoi ?»« Bowers et Chris. Ils ont levé les yeux en sortant, ils nous ont vus !»« D'accord, calme-toi, meule de foin. Calme-toi, là. On va sortir par la porte de côté, pas de quoi s'en faire. » Ils descendirent l'escalier, Richie en tête, Bev au milieu et Ben fermant la marche, en regardant par-dessus son épaule toutes les deux marches. « Est-ce que ces types t'en veulent vraiment, Ben ?» demanda Beverly. « Ouais, je crois bien. Je me suis battu avec Henry Bowers le dernier jour de l'école. »« Est-ce qu'il t'a fait mal ?»« Pas autant qu'il aurait voulu. C'est pour ça qu'il est encore furieux. » Richie intervint. « Notre bon vieux bibendum s'est quelque peu fait écorcher, » murmura Richie, d'après ce qu'on m'a dit. « Je ne crois pas que ça lui a fait plaisir non plus. » Il poussa la porte de la sortie latérale, et les 3 enfants se retrouvèrent dans l'allée qui séparait l'Aladin et Nan's, un restaurant qui servait des sandwichs. Ils dérangèrent un chat qui fouillait dans une poubelle. L'animal fila vers le fond de l'allée fermé par une palissade, sur laquelle il grimpa avant de disparaître. Il y eut un fracas de couvercle de poubelle, et Bev sursauta, saisissant le bras de Richie. Elle éclata d'un rire nerveux. « J'ai encore la frousse à cause du film !» s'exclama-t-elle. « Salut, tête de nœud !» fit la voix de Henry Bowers derrière eux. Le trio fit brusquement demi-tour. Henry, Victor et le roteur se tenaient à l'entrée de l'allée. Il y avait 2 autres types, un peu en retrait. « Eh merde, j'étais sûr que ça allait arriver !» gémit Ben. Richie se tourna vivement vers l'Aladin, mais la porte s'était refermée et ne pouvait pas s'ouvrir de l'extérieur. « Allez, dis bonjour, tête de nœud !» lança Henry en se jetant soudainement sur Ben. Ce qui arriva par la suite resta gravé dans la mémoire de Richie comme les images d'un film. De telles choses ne peuvent tout simplement pas se produire dans la vie. Dans la vie, les petits-enfants reçoivent leur raclée, ramassent leurs dents et rentrent chez eux. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi cette fois. Beverly fit un pas en avant, presque comme si elle avait eu l'intention d'aller, par exemple, serrer la main de Bowers, dont les bottes tintaient sur le sol. Il était suivi de Victor et du roteur, les 2 derniers montant la garde à l'entrée de l'allée. « Laisse-le tranquille !» cria Beverly. « Tu n'as qu'à t'attaquer à quelqu'un de ta taille !»« Il est aussi gros qu'un smirmorque, salope !» gronda Henry, toujours aussi courtois. « Et maintenant, sors de mon... » Le pied de Richie partit sans qu'il eût temps d'y penser, comme en d'autres occasions sortaient de sa bouche des plaisanteries qui pouvaient être dangereuses pour sa santé. Henry s'entrava
et s'effondra. Le sol de briques de l'allée était glissant, tant il était jonché des détritus qui débordaient des poubelles du restaurant. Henry glissa comme le poids d'un jeu de galets. Il voulut se relever, la chemise maculée de marc de café, de boue et de feuilles de laitue. « Je vais vous faire la peau !» brailla-t-il. Ben était resté jusqu'à cet instant-là paralysé de terreur. En lui, quelque chose cassa. Il laissa échapper un rugissement et s'empara de l'une des poubelles. Il la tint en l'air pendant une seconde ou deux, ressemblant plus que jamais à Kaloun la meule de foin, tandis que les détritus en tombaient. Une expression de fureur peinte sur son visage plus blanc qu'un linge, il jeta la poubelle qui vint frapper Henry dans le bas du dos. Le voyou s'aplatit de nouveau. « Barrons-nous d'ici !» hurla Richie. Ils partirent en courant vers la sortie de l'allée. Victor Chris se plaça d'un bond face à eux. Avec un nouveau rugissement, Ben baissa la tête et lui rentra dedans à la mi-corps. Victor laissa échapper un cri étranglé et se retrouva au sol. Leur auteur réussit à saisir Beverly par sa queue de cheval, la projetant rudement contre le mur de briques de l'Aladin, sur lequel son bras frotta. Elle se dégagea et fonça, suivie de Richie, qui saisit un couvercle de poubelle en passant. Huggins lança son poing de la taille d'un jambonneau, mais Richie brandit le rond de métal galvanisé contre lequel il vint heurter. Il y eut un boing sonore, presque musical. Richie sentit l'impact lui remonter jusqu'à l'épaule. Mais Huggins poussa un hurlement et se mit à sautiller sur place en tenant sa main qui commençait à gonfler. L'un des garçons en sentinelle avait attrapé Beverly, et Ben s'empoignait avec lui tandis que le dernier de la bande lui martelait les reins. Une fois de plus, Richie lança son pied, qui entra sèchement en contact avec les fesses du boxeur. Ce dernier hurla de douleur. Richie prit le bras de Beverly d'une main et celui de Ben de l'autre. « Courez !» cria-t-il. Le garçon qui était aux prises avec Ben lâcha Bev et envoya un coup de poing à Richie. Après une brève explosion de douleur, son oreille s'engourdit et devint toute chaude, tandis qu'un sifflement aigu remplissait sa tête, comme celui des écouteurs dans un contrôle d'audition à l'école. Ils se précipitèrent dans Central Street. Les gens se retournaient pour les voir. La bedaine de Ben faisait du yo-yo, la queue de cheval de Bev dansait, Richie tenait ses lunettes contre son nez pour ne pas les perdre. Ça sifflait toujours dans sa tête et il se disait que son oreille allait gonfler, mais il se sentait en pleine forme. Il se mit à rire, bientôt imité par Bev, puis par Ben. Ils s'engouffrèrent dans Court Street et s'effondrèrent sur un banc en face du commissariat de police. Le seul endroit de Derry où ils pouvaient être en ce moment en sécurité, leur semblait-il. Beverly passa un bras autour du cou de Ben, un autour de celui de Richie, et les étreignit furieusement tous les deux. « C'était fantastique !» dit-elle, les yeux jetant des éclairs. « Vous les avez vus, ces types? Dites, vous les avez vus ?» « Pour les voir, je les ai vus, » répondit Ben, « et j'aimerais bien que ce soit la dernière fois. » Cette réplique suscita une nouvelle tempête d'éclats de rire. Richie s'attendait à voir d'un instant à l'autre Bowers et sa bande déboucher dans Court Street et leur tomber dessus, commissariat ou pas. Mais il riait tout de même. Beverly avait raison. Ils avaient été fantastiques. « Le club des ratés en a réussi une bien bonne !» cria Richie, exubérant. « Waka 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 !» Il mit les mains en porte-voix devant sa bouche. « Yahoo! Yahoo! Yahoo !» Un flic passa la tête par une fenêtre ouverte au premier et cria « Barrez-vous d'ici, les mômes, et que ça saute. Allez faire un tour !» Richie ouvrit la bouche pour répliquer quelque chose de brillant, sans doute en adoptant sa dernière trouvaille, la voix du flic irlandais, mais Ben lui donna un coup de pied dans les tibias. « La ferme, Richie !» dit-il, immédiatement surpris d'avoir pu proférer un tel ordre. « Il a raison, Richie !» ajouta Bev, en le regardant avec gentillesse. « Bip bip !»« D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire, les mecs? Tiens, on devrait aller demander à ce brave Henry s'il n'a pas envie de faire une partie de Monopoly. Mords-toi la langue, Richie. » « Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse tomber. Il y a des types tellement ignorants. » Avec hésitation, rouge jusqu'à la racine des cheveux, Ben demanda « Il ne t'a pas fait mal en te tirant sur la queue de cheval, Beverly ?» Elle lui sourit gentiment, et acquit à cet instant la certitude que c'était lui, comme elle l'avait déjà soupçonné, l'auteur de la carte postale, avec le beau haïku. Non, ce n'était pas bien méchant. « Descendons dans les friches », proposa alors Richie.
C'est donc là qu'ils allèrent, ou plutôt qu'ils s'enfuirent. Richie se dit plus tard qu'ils avaient ce jour-là créé un précédent pour tout l'été. Les friches étaient devenues leur coin. Tout comme Ben avant sa rencontre avec les garnements, Bev n'y était jamais descendu. Il marchait à la file indienne, sur l'étroit sentier, Richie devant, Beverly au milieu, Ben derrière. Sa jupe oscillait agréablement et des vagues de sensations imprécises submergeaient Ben à ce spectacle, aussi puissantes que des crampes d'estomac. Elle portait le bracelet à sa cheville. Il scintillait au soleil de l'après-midi. Ils traversèrent le bras de la Kentuskig que les garçons avaient barré en utilisant des pierres émergées, découvrirent un autre chemin, et finirent par se retrouver sur la rive de l'embranchement est du cours d'eau, beaucoup plus dégagé que l'autre. La rivière était éblouissante dans cette lumière. Sur leur gauche, on apercevait 2 de ces cylindres de béton recouverts d'une plaque. En dessous, surplombant la rivière, se trouvaient des tuyaux de ciment. Il en coulait 2 filets d'eau trouble. Quelqu'un fait sa crotte en ville, et voilà où ça aboutit, songea Ben en se souvenant des explications de M. Nell sur le système des égouts de Derry. Il éprouva un pénible sentiment de colère impuissante. Les poissons abondaient certainement autrefois dans cette rivière. Aujourd'hui, on n'aurait guère eu de chance d'attraper une truite, bien plus de pêcher un morceau de papier hygiénique. « C'est tellement beau ici !» fit Bev avec un soupir. « Ouais, pas mal !» admit Richie. « Les mouches noires sont parties et il y a assez de vent pour que les moustiques nous fichent la paix. » Il la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « T'aurais pas des cigarettes par hasard ?»« Non, j'en avais 2 mais je les ai fumées hier. »« Dommage, » dit Richie. Une sirène retentit et ils regardèrent tous les 3 passer en cahotant un long train de marchandises qui, sur la rive opposée des friches mortes, se dirigeait vers la gare de triage. Nom d'une pipe. Si c'était un train de voyageurs, ils auraient une sacrée vue, songea Richie. Tout d'abord les taudis des pauvres d'Old Cape, puis les marécages à bambous de l'autre côté de la Kentuskig, et enfin, juste avant de quitter les friches, le dépotoir à ordures municipal, une ancienne gravière où couvait le feu. Pendant un moment, il se prit à penser de nouveau à l'histoire d'Eddie, le lépreux et la maison abandonnée de Neibolt Street. Il chassa cette idée et se tourna vers Ben. « Alors, qu'est-ce que t'as préféré, meule de foin ?»« fit Ben en se tournant vers lui, l'air coupable. Tandis que Bev regardait au-delà de la Kentuskig, perdu dans ses propres pensées, il avait dévoré des yeux son profil, et s'était posé des questions sur le bleu qu'elle avait sur la joue. « Dans le film, idiot, qu'est-ce que tu as préféré ?»« J'ai bien aimé quand le docteur Frankenstein a jeté les corps aux crocodiles sous la maison, » répondit Ben. « C'était dégoûtant, » dit Bev avec un frisson. « J'ai horreur de ce genre de bêtes, ça et les piranhas et les requins. »« Ouais, c'est quoi les piranhas ?» demanda Richie, immédiatement intéressé. « Des poissons minuscules, » expliqua Beverly, « avec plein de dents minuscules, mais aiguisées comme des rasoirs, et si tu tombes dans une rivière où il y en a, ils te mangent en moins de 2 jusqu'à l'os. » Oula! J'ai vu un film une fois là-dessus. On voyait des indigènes qui avaient besoin de traverser la rivière. Leur passerelle s'était effondrée. Alors, ils ont mis une vache à l'eau, au bout d'une corde, et ils ont traversé pendant que les piranhas mangeaient la vache. Quand ils ont tiré sur la corde, il ne restait plus que le squelette. J'en ai fait des cauchemars pendant 1 semaine. « Si seulement j'avais des poissons comme ça, » s'exclama Richie, « je les mettrais dans la baignoire de Bowers. » À mon avis, il ne prend jamais de bain, fit Ben en pouffant. Ça, je ne sais pas, dit Bev, mais je peux vous dire qu'il vaudrait mieux faire attention à ces types. Elle toucha le bleu qui marquait sa joue. Mon paternel m'est tombé dessus avant-hier parce que j'avais cassé une pile d'assiettes. 1 fois par semaine, ça suffit. Il y eut un moment de silence qui aurait pu être embarrassant, mais ne le fut pas. Richie le rompit en remarquant qu'il avait préféré le passage où le jeune loup-garou se fait le méchant hypnotiseur. Sur quoi ils parlèrent cinéma pendant 1 heure. Bev remarqua des pâquerettes et en cueillit une, qu'elle alla placer sous le menton de Richie, puis sous celui de Ben pour savoir s'ils aimaient le beurre. Tandis qu'elle tenait la fleur sous leur menton, chacun d'eux eut nettement conscience de son contact léger contre leurs épaules et de l'odeur fraîche de ses cheveux.
Son visage ne fut proche de celui de Ben que pendant 2 ou 3 secondes, mais, la nuit même, il rêva du regard qu'avaient eu ses yeux pendant cet intervalle de temps, bref et éternel. La conversation se languissait quand ils entendirent des bruits de pas en provenance du sentier. Tous trois se tournèrent aussitôt dans cette direction, et Richie prit soudain conscience de manière aiguë qu'ils avaient la rivière derrière eux. Toute retraite leur était coupée. Les voix se rapprochèrent. Ils se levèrent, Richie et Ben se plaçant un peu en avant de Beverly, sans même y penser. Les broussailles s'agitèrent au débouché du sentier, et soudain, Bill Denbrough en émergea, accompagné d'un autre gosse que Richie connaissait vaguement. Il s'appelait Bradley quelque chose, était affligé d'un terrible zézaiement et, pensa Richie, avait dû se rendre à Bangor avec Bill, chez l'orthophoniste. « Grand Bill !» s'écria-t-il, puis, prenant la voix de Toodles, « Nous sommes heureux de vous voir, Monsieur Denbrough. » Bill les regarda et sourit, et une étrange conviction s'empara de Richie, tandis que Bill regardait tour à tour Beverly, Ben, puis ce Bradley quelque chose. Beverly faisait partie du groupe, disaient les yeux de Bill. Bradley machin, non. Il pouvait rester un moment aujourd'hui, voire même revenir dans les friches. Personne ne lui dirait « Désolé, le club des ratés affiche complet, nous avons déjà notre bafouilleur de service. » Mais il n'en faisait pas partie. Il n'était pas des leurs. Cette pensée se traduisit par une peur aussi soudaine qu'irrationnelle. Richie se sentit pendant quelques instants comme un nageur qui s'est trop éloigné. Nous sommes attirés dans quelque chose. Nous avons été choisis, élus. Il n'y a là rien d'accidentel. Sommes-nous déjà au complet? Songea-t-il en un éclair d'intuition. Puis cette intuition fut engloutie dans le flot anarchique de ses pensées, comme éclate en morceaux une vitre sur un sol de pierre. En outre, ça n'avait pas d'importance. Bill était là, et Bill s'en occuperait. Il ne laisserait pas les événements échapper à son contrôle. Il était le plus grand de la bande, et incontestablement le plus beau. Richie n'avait qu'à observer à la dérobée les yeux de Bev posés sur Bill et ceux de Ben un peu plus loin qui ne quittaient pas le visage de Bev, sans illusion et malheureux, pour le savoir. Bill était aussi le plus fort, et pas seulement physiquement. Il y avait encore bien autre chose, mais comme Richie ignorait le sens de termes comme charisme ou magnétisme, il sentait simplement que la force de Bill avait des racines profondes et pouvait se manifester de bien des façons, parfois inattendues. Et si Richie soupçonnait que, si jamais Beverly avait le béguin pour lui, peu importe l'expression, Ben ne serait pas jaloux. Comme lui le serait, se dit Richie, si elle avait eu le béguin pour lui. Il accepterait la chose comme allant de soi. Il y avait également autre chose. Bill était bon. Stupide de penser une chose pareille, il la sentait d'ailleurs davantage qu'il la pensait, mais le fait était là. Bonté et force semblaient rayonner de Bill. Il était comme le chevalier d'un de ces vieux films, un film passablement ringard qui ne vous en fait pas moins pleurer et applaudir à la fin. Fort et bon. Et 5 ans plus tard, alors que s'étaient rapidement estompés les souvenirs que Richie avait conservés de cet été, il se dirait que John Kennedy lui rappelait Bill le Bègue. Qui? Lui demanderait son esprit. Il lèverait les yeux, vaguement intrigué, et secouerait la tête. Un type que j'ai connu. Un type que j'ai connu il y a longtemps, ajouterait-il, en repoussant ses lunettes sur son nez pour dissiper la vague impression de malaise avant de retourner à ses devoirs. Bill Denbrough mit les mains sur les hanches, eut un sourire solaire et dit « Eh ben, nous voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« T'as pas des cigarettes ?» fit Richie, plein d'espoir. 5 jours plus tard, alors que le mois de juin tirait à sa fin, Bill dit à Richie qu'il voulait aller à Neibolt Street, inspecter le porche sous lequel Eddie avait vu le lépreux. Ils arrivaient juste devant la maison de Richie, Bill poussant Silver à la main. Il avait pris Richie sur le porte-bagages pendant l'essentiel du trajet. La balade à fond la caisse dans Derry avait été un grand moment. Mais il valait mieux que la mère de son copain ne les vît pas arriver dans un tel équipage. Dans le panier de Silver se trouvaient des pistolets d'enfants avec lesquels ils avaient joué tout l'après-midi dans les friches. Beverly March était arrivée vers 3 heures
équipé d'un jean défraîchi et d'une vieille carabine à air comprimé, dont la détonation avait perdu toute vigueur, au point que, lorsqu'on appuyait sur la détente bricolée au sparadrap, elle émettait un son sifflant de matelas pneumatique qui se dégonfle. La spécialité de Bev était le tireur isolé japonais. Elle savait très bien monter aux arbres et s'y embusquer pour canarder ceux qui passaient aux pieds. Sur sa joue, le bleu n'était plus qu'une ombre jaunâtre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Richie, choqué, mais aussi un peu intrigué. « Je veux jeter un coup d'œil sous ce porche, » expliqua Bill. Il y avait de l'entêtement dans son ton, mais il ne regardait pas Richie et ses joues s'étaient empourprées. Mrs. Tauzier était installée devant la maison, en train de lire. Elle interpella les garçons quand elle les aperçut. « Voulez-vous une tasse de thé glacé ?»« On arrive, maman !» lança Richie avant de se tourner vers Bill. « On n'y trouvera rien du tout, » reprit-il. « Il a sans doute vu un clochard et a complètement déformé l'histoire. Tu connais Eddie ?»« Oui, je connais Eddie. Mais souviens-toi de la photo dans l'album. » Mal à l'aise, Richie dansa d'un pied sur l'autre. Bill leva la main droite. Il ne portait plus de pansement, mais on distinguait parfaitement les cicatrices circulaires sur les 3 premiers doigts. « Oui, mais écoute-moi. » Bill se mit à parler lentement, sans lâcher Richie du regard. Une fois de plus, il rappela les similitudes entre l'histoire de Ben et celle d'Eddie, et ce qu'ils avaient vu sur la photo qui s'était animée. Il avança l'idée que le clown avait pu assassiner les enfants que l'on avait trouvés morts à Derry depuis le mois de décembre précédent. Sans compter les autres, ceux qui ont disparu peut-être, comme Eddie Corcoran. Mais il avait la trouille de son beau-père, objecta Richie. Il ne manquait pas de raison de se barrer, merde. Je veux bien. Je le connaissais, moi aussi. Et je sais que son père le battait. Mais je sais aussi qu'il lui arrivait de passer la nuit dehors, pour être loin de lui. Autrement dit, le clown l'aurait eu pendant une de ses nuits, commenta Richie songeur. C'est bien ça? Bill acquiesça. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Un autographe? Si le clown a tué les autres, alors il a tué Georgie, dit Bill, sans lâcher le regard de Richie. Ses yeux exprimaient une dureté sans compromis, sans pardon possible. Je veux le tuer. Seigneur Jésus, fit Richie. Mais comment vas-tu t'y prendre? Mon père a un pistolet. Il postillonnait en parlant, mais Richie s'en rendait à peine compte. Il ne sait pas que je le sais. Il est sur l'étagère du haut de son placard. Parfait si c'est un homme, objecta Richie. Et si nous arrivons à le trouver sur une pile d'ossements d'enfants? J'ai versé le thé, les garçons, leur lança joyeusement Mrs. Tauzier. Venez donc tant qu'il est bien frais. On arrive, maman, répondit Richie avec un grand sourire parfaitement artificiel qui disparut dès qu'il se retourna vers Bill. Parce que moi, je ne tiens pas à descendre un type simplement parce qu'il est habillé en clown, Billy. Tu es mon meilleur ami, mais je ne le ferai pas, et je ne te laisserai pas faire si je peux t'en empêcher. Et si on trouve la pile d'ossements? Richie se passa la langue sur les lèvres et resta quelques instants sans rien dire. Puis il demanda à Bill. Et si ce n'est pas un homme, Bill, que feras-tu? Si c'est une espèce de monstre? Si des choses pareilles existent réellement? Ben Hanscom a dit que c'était une momie et que les ballons flottaient contre le vent, qu'elle ne projetait pas d'ombre. Quant à la photo dans l'album de ton frère, ou on l'a imaginé, ou c'était de la magie, et à mon avis, nous n'avons rien imaginé. Tes doigts n'ont rien imaginé, hein? Bill secoua la tête. Alors qu'est-ce qu'on va faire si ce n'est pas un homme, Bill? Faudra essayer autre chose. Ah oui, je vois ça d'ici. Tu lui tires dessus toutes tes balles, il continue d'avancer comme le jeune loup-garou dans le film qu'on a vu, Ben Beverly et moi. Alors tu te sers de ta fronde, ta bullseye, et si la bullseye ne marche pas, je lui lance de ma poudre à éternuer. Et si la poudre à éternuer ne marche pas et qu'il continue à avancer, on lui crie « Pousse, monsieur le monstre, c'est pas du jeu. Écoutez, on va aller à la bibliothèque faire quelques lectures et on revient tout de suite, veuillez nous excuser. C'est ça qu'on va lui dire, grand Bill ?» Il regardait son ami, agitant la tête rapidement. Il était déchiré entre l'envie de voir Bill insister pour aller examiner le porche et le désir désespéré qu'il abandonnât cette idée.
D'une certaine manière, c'était comme s'il venait d'entrer dans l'un des films d'horreur du samedi après-midi à l'Aladin. Mais d'une autre, et c'était crucial, ça n'avait strictement rien à voir. Parce qu'il n'y avait aucun danger dans un film où l'on savait soit que les choses se termineraient bien, soit que de toute façon, ce n'était pas sa peau qui était en jeu. Déjà l'affaire de la photo de Georgie. Ce n'était pas du cinéma. Il avait cru l'oublier, mais il n'avait jamais fait que se monter le coup, car il ne distinguait que trop bien les cicatrices qui encerclaient les doigts de Billy. S'il ne l'avait pas tiré en arrière... Incroyablement, Bill souriait. Il souriait, vraiment. Tu as voulu voir l'album de photos, dit-il. Maintenant, je veux t'amener voir une maison. Un prêté pour un rendu. Un fauché qui parle de prêter, répliqua Richie, et tous deux éclatèrent de rire. Demain matin, dit Bill, comme si la question était résolue. Et si c'est un monstre, objecta Richie, ne lâchant pas son ami du regard à son tour. Si le pétard ne l'arrête pas, s'il continue à avancer. Faudra essayer autre chose, répéta Bill. On doit bien trouver. Il rejeta la tête en arrière et rit comme un louve-ningue, bientôt imité par Richie. Il était impossible d'y résister. Ils remontèrent l'allée dallée qui conduisait au porche de chez Richie. Maggie Tosier avait préparé 2 énormes verres de thé glacé améliorés à la menthe et un plateau de gaufres à la vanille. « Alors, tu veux bien ?»« Non, mais je viendrai tout de même, » dit Richie. « Tu l'as ?» demanda Richie avec anxiété. Il était 10 heures, le lendemain matin, et les 2 garçons poussaient leur bicyclette sur Kansas Street, le long des friches. Le ciel était gris et triste. La pluie était annoncée pour l'après-midi. Richie n'avait pas réussi à s'endormir avant minuit, et il se disait que Denbrough avait l'air d'avoir connu le même problème. Ce bon vieux Bill exhibait une paire de samsonites, une sous chaque œil. « Je l'ai, » répondit Bill en tapotant le duffel-coat vert qu'il portait. « Fais-le voir, » dit Richie fasciné. « Pas maintenant, » objecta Bill avec un sourire. « Quelqu'un d'autre pourrait le voir. Mais regarde ce que j'ai apporté. » Il passa la main sous le duffel-coat et en ramena sa fronde. « Oh merde, on est dans le pétrin !» s'exclama Richie en se mettant à rire. Bill fit semblant d'être vexé. « C'était ton idée, Tosier ?» La fronde datait de son précédent anniversaire, un compromis dû à Zach Denbrough. Son fils désirait une 22 long rifle et sa femme ne voulait pas entendre parler d'une arme à feu pour un gamin si jeune. Entre des mains expertes, votre fronde bullseye peut se révéler aussi efficace qu'un bon arc de frêne ou qu'une arme à feu, proclamait la notice qui l'accompagnait. Précisant aussi qu'une fronde pouvait être dangereuse et que le propriétaire ne devait pas plus s'amuser à viser quelqu'un avec l'une des 20 billes d'acier données en prime qu'avec une arme à feu chargée. Bill n'était toujours pas devenu un expert et soupçonnait qu'il ne le deviendrait jamais, mais trouvait justifier les conseils de prudence de la notice. Les élastiques étaient très puissants, et quand on atteignait une boîte de conserve, la bille y faisait un sacré trou. « Tu t'en sors mieux qu'au début, grand Bill ?»« Un peu, » répondit-il, ce qui n'était vrai qu'en partie. Après avoir beaucoup étudié les croquis de la notice, mystérieusement appelés figs, comme dans Fig 1, Fig 2 et ainsi de suite, et s'être exercé dans un parc au point de s'enkyloser le bras, il avait réussi à atteindre la cible, qui faisait également partie du cadeau, environ 3 fois sur 10. Un jour, il avait même mis dans le 1000, enfin presque. Richie tendit les élastiques, les laissa claquer et rendit la fronde à Bill. Il ne fit pas de commentaire, mais en lui-même, il doutait qu'elle pût valoir le pistolet de Zach Denbrough, s'il s'agissait d'abattre un monstre. « Ah ouais, » dit-il. « T'as amené ta fronde, d'accord. La belle affaire. Regarde donc ce que j'ai amené, moi. » Et de sa veste, il tira un paquet orné d'un dessin où l'on voyait un homme, les joues aussi gonflées que celles de Diddy Gillespie, en train d'éternuer. « Poudre à éternuer du docteur Wacky », lisait-on sur le paquet. « Succès garanti. » Les 2 garçons se regardèrent pendant quelques instants qui se prolongèrent, avant d'éclater simultanément de rire à en hurler. « On est vraiment prêt à tout »
commenta finalement Bill, toujours secoué de fou rire, en s'essuyant les yeux du revers de sa manche. T'as la tête comme mon cul, Bill Leveg. Je croyais que c'était l'inverse. Bon, écoute, on va planquer ta bécane dans les friches. Là où je mets Silver quand nous jouons. Tu monteras derrière moi s'il faut se tirer en vitesse. Richie acquiesça, n'éprouvant aucun besoin de discuter. Sa Raleigh, il se cognait parfois les genoux au guidon quand il pédalait vite, avait l'air d'une naine à côté de l'édifice style portique décharné qu'était la bicyclette de Bill. Bill était plus fort et Silver plus rapide, il le savait. Ils arrivèrent au petit pont et Bill aida Richie à ranger sa bicyclette en dessous. Puis les deux garçons s'assirent et tandis que grondait un véhicule au-dessus de leur tête, Bill ouvrit son duffel-coat et prit l'arme de son père. « Fais drôlement gaffe, » dit Bill en le tendant à Richie, après que celui-ci eut émis un sifflement admiratif. « Il n'y a pas de sécurité sur un pistolet comme ça. »« Il est chargé ?» demanda Richie. L'arme, un PKK Walter que Zach Denbrough avait récupéré pendant l'occupation, paraissait incroyablement lourde. « Pas encore, » répondit Bill en tapotant sa poche. « J'ai les balles ici. Même mon paternel dit que si on fait pas attention, un revolver peut se charger tout seul. C'est comme ça qu'on se fait tuer. » Un sourire étrange était apparu sur son visage, tandis qu'il disait cela. Il n'en croyait pas un mot tout en y souscrivant complètement. Richie comprit. Une impression de menace latente, retenue, émanait de l'arme. Impression que ne lui avaient jamais produite les fusils de son père, sauf peut-être celui à répétition, tel qu'il était, incliné, muet et huilé dans un coin du placard du garage. Mais ce pistolet, ce Walter, il n'avait été créé que dans un but, aurait-on dit, tuer des gens. Richie eut un frisson en se rendant compte qu'effectivement, il avait été conçu pour cela. Que pouvait-on faire d'autre avec? Allumer ses cigarettes? Il tourna le canon vers lui, prenant soin d'éloigner son doigt de la détente. Un seul regard dans cet œil noir, sans paupières, lui fit parfaitement comprendre la raison du sourire de Bill. Il se souvint de son propre père, lui disant « Si tu n'oublies jamais qu'une arme déchargée est une chose qui n'existe pas, tu n'auras jamais de problème de ta vie avec les armes à feu, Richie. » Il rendit le revolver à Bill, soulagé d'en être débarrassé. Bill le remit dans son duffel-coat. La maison de Nable Street parut soudain moins effrayante à Richie. En revanche, la possibilité que du sang fût versé lui parut beaucoup plus d'actualité. Il regarda son ami, envisageant peut-être de lui rappeler cette éventualité, mais il vit l'expression du visage de Bill, la comprit, et dit seulement « Prêt ?» Comme toujours lorsque Bill finissait par lever de terre son deuxième pied, Richie éprouva la certitude qu'ils allaient tomber et fendre leur stupide crâne sur le ciment. Le grand vélo zigzaguait follement dans tous les sens. Les cartes à jouer fixées à la fourche cessèrent de tirer au coup par coup et mitraillèrent en rafale. Les embardées d'ivrogne s'accentuèrent et Richie ferma les yeux en attendant l'inévitable. Bill mugit alors « Yahoo, Silver, en avant !» La bicyclette prit un peu de vitesse, les zigzags à donner mal au cœur s'atténuèrent et disparurent. Richie cessa d'étreindre comme un malade la taille de Bill et s'accrocha au porte-bagages de la roue arrière. Ils traversèrent Kansas Street en diagonale, foncèrent dans la pente de plus en plus vite et prirent la direction de Witcham, où ils débouchèrent bientôt comme un boulet de canon. Bill dut incliner la bicyclette à fond pour passer et mugit de nouveau « Yahoo, Silver !»« Lâche pas les pédales, grand Bill !» cria Richie, tellement mort de frousse qu'il n'était pas loin d'en faire dans son pantalon, ce qui ne l'empêchait pas de rire comme un forcené. « Tiens bon la route !» Pour lui donner raison, Bill redressa l'engin et, debout sur les pédales, se mit à pomper des deux jambes à un rythme infernal. À voir le dos de Bill, qui était d'une largeur exceptionnelle pour un gamin de 11 ans allant sur ses 12 ans, chaque épaule s'inclinant tour à tour sous le duffel-coat, tandis qu'il faisait porter son poids d'une pédale sur l'autre, Richie se sentit soudain convaincu qu'ils étaient invulnérables, qu'ils vivraient éternellement. Bill, en tout cas. Bill ne se rendait pas compte à quel point il était fort, sûr de lui et parfait.
Il continuait de foncer tandis que les maisons se faisaient plus rares et les carrefours plus espacés. « Yahoo, Silver !» beugla une fois de plus Bill, à quoi Richie répliqua sur le même ton de vocifération. « Yahoo, Silver, messieurs! Voilà bien qui s'appelle faire du vélo! Yahoo, Silver, en avant !» Il longeait maintenant des champs tout verts, qui paraissaient plats et sans profondeur sous le ciel plombé. On devinait la vieille gare de briques, au loin. À sa droite, s'alignaient des hangars en préfabriqué. Silver cahota sur un premier passage à niveau, puis sur un deuxième. Ils arrivèrent enfin à la hauteur de Neibolt Street, qui prenait sur la droite. Gare et dépôt de Derry, lisait-on sous le nom de la rue. Autrefois bleu, le panneau pendait de travers, tout rouillé. En dessous, une pancarte encore plus grande, lettres noires sur fond jaune, annonçait, comme un commentaire sur les chemins de fer eux-mêmes, « Voie sans issue ». Bill s'engagea dans Neibolt Street, s'approcha du trottoir sur lequel il posa le pied. « On va marcher à partir d'ici. » Richie quitta le porte-bagages avec des sentiments mêlés de soulagement et de regret. « D'accord. » Ils restèrent dans la rue, car le trottoir était craquelé et plein d'herbe. Dans le dépôt de triage, non loin de là, un diesel tournait lentement, paraissait s'arrêter et repartait. Une ou deux fois, ils entendirent le tintement de métal de wagon que l'on accouplait. « T'as pas la frousse ?» demanda Richie. Bill, qui poussait Silver par le guidon, tourna un instant la tête vers son ami et acquiesça. « Si. Pas toi. Et comment ?» Bill avait interrogé son père la veille sur Neibolt Street. Il lui avait dit, rapporta-t-il à Richie, que les employés des chemins de fer, ingénieurs mécaniciens mais aussi employés de la gare et des ateliers, occupaient presque toutes les maisons de cette rue jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le déclin de la rue avait suivi celui de la gare. Plus Bill et Richie s'avançaient, plus les maisons étaient espacées, miteuses et sales. Les 3 ou 4 dernières, des deux côtés, avaient leurs ouvertures condamnées par des planches, leur jardin envahi d'herbes folles. Un panneau à vendre pendait, solitaire, agité par le vent, du porche de l'une d'elles. Il faisait à Richie l'impression d'être vieux de 1000 ans. Le trottoir s'interrompit. Il marchait maintenant sur un chemin de terre battue où poussaient de maigres touffes d'herbe. Bill s'arrêta et fit un signe. « C'est là, » dit-il doucement. Le 29, Neibolt Street avait autrefois été une maison pimpante, peinte en rouge style Cape Cod. Peut-être, pensa Richie, un ingénieur avait-il vécu ici. Il imaginait un célibataire toujours en jean, un type qui ne passait chez lui que 4 ou 5 jours par mois et écoutait la radio tout en jardinant. Un type qui mangeait surtout des grillades, mais pas de légumes, même s'il en faisait pousser pour ses amis, et qui le soir venu pensait à la fille laissée derrière lui. Le rouge n'était plus maintenant que du rose délavé, avec de grandes parties pelées qui avaient l'air de plaies. Les fenêtres étaient toutes aveuglées de planches, et la plupart des bardeaux de bois avaient sauté. Les mauvaises herbes poussaient anarchiquement des deux côtés de la maison, et devant, ce qui restait du gazon s'ornait de la première floraison de pissenlit de la saison. Sur la gauche, une haute palissade de bois, qui avait peut-être été autrefois blanche, mais dont le gris s'accordait aujourd'hui à celui du ciel, s'enfonçait en ondulations d'ivrogne au milieu de broussailles humides. Vers le milieu, elle abritait un carré de tournesol monstrueux, dont le plus grand mesurait bien 2,50 m. Ils avaient un aspect boursouflé, déplaisant. La brise les agitait et ils semblaient se dire les uns aux autres « Les garçons sont ici, quelle agréable surprise. Encore des garçons. Nos garçons. » Richie frissonna. Tandis que Bill installait soigneusement Silver contre un orme, Richie observa la maison. Il remarqua la roue qui émergeait des herbes touffues près du porche et la montra à Bill. C'était le tricycle renversé, mentionné par Eddie. Ils regardèrent la rue dans les deux sens. Elle était complètement déserte. Le halètement du moteur croissait et décroissait, un son qui semblait suspendu dans le ciel bas comme un charme hypnotique. On entendait de temps en temps un véhicule passer sur la route numéro 2, mais on ne pouvait le voir. Le diesel ronflait, se calmait, ronflait, se calmait. Les grands tournesols
hochait gravement la tête. Des garçons tout frais, de bons garçons, nos garçons. Tu es prêt? Demanda Bill, ce qui fit sursauter Richie. Tu sais, j'étais justement en train de me dire que je devais rendre aujourd'hui les livres à la bibliothèque. Je devrais peut-être bien... Arrête tes salades, Richie. Es-tu prêt? Oui ou non? Je crois que oui, répondit Richie, sachant fort bien qu'il ne l'était pas et qu'il ne le serait jamais pour ce genre de scène. Ils traversèrent la pelouse foisonnante en direction du porche. Oh, regarde par là, dit Bill. Sur le côté gauche du porche, le treillis de bois pendait, retenu par le fouillis des buissons. On voyait les clous rouillés qui avaient été arrachés. C'était un coin d'anciens rosiers, et tandis que les roses de part et d'autre du latis démoli s'épanouissaient nonchalamment, celle qui était directement dans son axe, ou tout à côté, était fanée et morte. Bill et Richie échangèrent un coup d'œil sinistre. Tout ce qu'Eddie leur avait raconté se vérifiait jusqu'ici. 7 semaines après, les preuves étaient encore là. « Tu ne veux tout de même pas aller là-dessous, hein ?» demanda Richie, d'un ton presque de supplication. « Non, » dit Bill, « mais je vais tout de même y aller. » Richie comprit, le cœur battant, qu'il était parfaitement sérieux. Cette lumière grise était de retour dans les yeux de Bill, où elle brillait de manière soutenue. Il y avait sur son visage une détermination, une volonté inébranlable qui le faisait paraître plus âgé. Il a réellement l'intention de le tuer, s'il est encore ici, de le tuer et peut-être de lui couper la tête, pour la ramener à son père et lui dire « Regarde, c'est ça qui a tué George, et peut-être maintenant vas-tu me parler le soir en rentrant, même si c'est pour me dire comment s'est passée la journée, ou qui a perdu au dé la tournée des cafés du matin. »« Bill » dit-il. Mais Bill était déjà parti vers l'autre extrémité du porche, par où Eddie avait dû pénétrer. Richie fut obligé de courir pour le rattraper, et il faillit tomber lorsqu'il trébucha sur le tricycle que la rouille, en le rongeant, ramenait à la terre. Il rejoignit Bill alors que celui-ci s'accroupissait pour regarder sous le porche. Il n'y avait pas trace de treillis à ce bout. Quelqu'un, un clochard sans doute, l'avait arraché depuis longtemps pour accéder à l'abri en dessous, pour se protéger de la neige de janvier, des pluies froides de novembre ou des violents orages d'août. Richie s'accroupit à côté de lui, le cœur lui martelant la poitrine. Il n'y avait rien sous le porche, sinon des amas de feuilles en décomposition, des journaux jaunâtres et des ombres. Trop d'ombres. « Bill !» répéta-t-il. « Quoi ?» Bill avait ressorti le Walter de son père. Il fit tomber le chargeur dans son autre main et prit 4 balles dans sa poche, qu'il chargea soigneusement, une à une. Richie le regardait faire, fasciné, puis regarda de nouveau sous le porche. Il vit quelque chose d'autre cette fois, du verre brisé, des éclats qui luisaient à peine dans la pénombre. Son estomac se mit à le tirailler douloureusement. Ce n'était pas un sot, et il comprit que ce détail était bien près de confirmer l'histoire d'Eddie. Ces éclats de verre sur les feuilles qui pourrissaient sous le porche signifiaient que la fenêtre avait été brisée récemment, de l'intérieur, depuis la cave. « Quoi ?» répéta Bill en se tournant vers Richie. Son visage, blanc comme un linge, avait une expression terrible. « Rien, dit-il. Tu viens ?»« Ouais. » Ils rampèrent sous le porche. L'arôme des feuilles en décomposition plaisait habituellement à Richie, mais l'odeur qui régnait là-dessous n'avait rien d'agréable. Le ramas spongieux cédait sous les mains et les genoux, et il avait l'impression qu'on aurait pu s'y enfoncer de plus de 50 centimètres. Il se demanda soudain ce qu'il ferait si jamais une main ou une griffe surgissait d'entre les feuilles pour le saisir. Bill examinait la fenêtre brisée. Il y avait des débris de verre tout alentour. Le montant de bois qui séparait auparavant les 2 vitres, brisées en 2, avait volé jusque sous les marches du porche. Le haut du cadre de la fenêtre pointait vers l'extérieur comme un os fracturé. « Quelque chose a cogné là-dessus rudement fort », fit Richie dans un souffle. Bill, qui regardait à l'intérieur, ou du moins essayait, acquiesça. Richie le poussa du coude jusqu'à ce qu'il puisse voir
quelque chose lui aussi. La cave, plongée dans la pénombre, était jonchée de caisses et de boîtes diverses. Le sol de terre dégageait une odeur d'humidité semblable à celle des feuilles. Une chaudière, imposante, occupait un pan de mur sur la gauche. Des tuyaux en partaient vers le plafond bas. Un peu plus loin, dans le coin, Richie distingua une sorte de stalle fermée de planches. Il pensa tout d'abord à une stalle de cheval, mais a-t-on jamais mis des chevaux dans les caves? Puis, il lui vint à l'esprit que dans une maison aussi ancienne, la chaudière devait brûler du charbon et non du mazout. On ne l'avait pas changé parce que personne ne voulait de cette baraque. Le truc là, sur le côté, était un seau à charbon. Sur la droite, on distinguait une volée de marches qui conduisait au rez-de-chaussée. Et voici que Bill se mettait en position assise, se courbait en avant. Et avant que Richie eût pu se convaincre de ce qu'allait faire son ami, ses jambes disparaissaient par la fenêtre. « Bill, pour l'amour du ciel !» siffla-t-il. « Qu'est-ce que tu fabriques? Sors de là !» Bill ne répondit pas. Il glissa à l'intérieur par un mouvement de reptation, accrochant son duffel-coat à la hauteur du bas du dos et manquant de peu un éclat de verre encore fiché dans le bois qui ne l'aurait pas arrangé. Une seconde après, Richie entendit le bruit de ses tennis contre le sol de terre battue. « Qu'il aille se faire foutre !» se dit à lui-même Richie d'une voix chevrotante, tout en scrutant le rectangle obscur dans lequel son ami venait de disparaître. « T'es complètement cinglé, Bill !» La voix de Bill monta jusqu'à lui. « Tu peux rester là-haut si tu veux, Richie. Monte la garde !» Au lieu de cela, il roula sur lui-même et engagea les jambes dans ce qui restait du cadre avant de piquer une crise de nerfs, espérant ne pas se couper les mains ou le ventre sur les échardes de verre. Quelque chose l'empoigna aux jambes et il ne put retenir un hurlement. « C'est juste moi !» fit Bill à voix basse. Un instant plus tard, Richie se retrouvait à côté de lui dans la cave, rentrant sa chemise dans son pantalon. « Qui croyais-tu que c'était ?» reprit Bill. « Le père Fouettard !» répliqua Richie avec un rire mal assuré. « Toi, tu vas par là, et moi par ici. Ça va pas la tête, non ?» Il entendait les battements de son cœur jusque dans sa voix, dont l'émission était hachée et inégale. « Je te colle au cul, grand Bill !» Ils se dirigèrent tout d'abord vers le tas de charbon, Bill en tête, le revolver à la main, suivi de près par Richie s'efforçant de regarder partout à la fois. Bill resta quelques instants immobile, le long de la dernière planche qui isolait le tas de charbon du reste de la cave, puis en fit le tour d'un bond, pointant l'arme à deux mains. Richie ferma les yeux de toutes ses forces dans l'attente de l'explosion. Elle ne vint pas. Il rouvrit prudemment les yeux. « Rien que du charbon », dit Bill avec un petit rire nerveux. Richie le rejoignit et constata qu'il restait en effet un tas de charbon qui rejoignait presque le plafond au fond de la stalle et descendait en pente douce jusqu'à leurs pieds. « Allons », commença Richie. Et à cet instant, la porte, en haut des marches, s'ouvrit violemment, heurtant le mur à grand bruit. Un peu de la lumière du jour pénétra jusque dans la cave. Les deux garçons hurlèrent. Ils entendirent des grognements. Ils étaient puissants, comme ceux d'un animal sauvage en cage. Ils virent une paire de tennis apparaître sur les premières marches, puis par-dessus, des jeans délavés, des mains qui se balançaient. Sauf qu'il ne s'agissait pas de mains, mais de pattes, d'énormes pattes torses. « Grimpe sur le tas de charbon !» hurla Bill à Richie, qui restait paralysé, ayant soudain compris ce qui venait vers eux, ce qui allait les tuer, dans cette cave qui empestait la terre humide et le vin frelaté que l'on avait renversé dans les coins. Mais il avait besoin de voir. « Y a une fenêtre en haut du tas !» Les pattes étaient couvertes d'une épaisse toison brune, frisée et torsadée. Des ongles ébréchés terminaient les doigts. Richie vit apparaître une veste de soie, noire avec un liseré orange, les couleurs du lycée de Derry. « Grimpe !» hurla Bill, en donnant à Richie une gigantesque bourrade. Richie alla s'étaler dans le charbon, dont les angles et les arêtes aigus le reçurent douloureusement, le tirant de son hébétude. Du charbon lui roula sur les mains, le grognement fou continuait, ininterrompu. La panique engloutit l'esprit de Richie. À peine conscient de ce qu'il faisait, il se précipita sur la montagne de charbon,
avançant, glissant, repartant vers l'avant, sans cesser de hurler. En haut du tas, la fenêtre était noire de poussière de charbon et ne laissait pénétrer aucune lumière. Une crémone la fermait. Richie la saisit et voulut la tourner en y mettant toute sa force. Elle ne bougea pas. L'effrayant grognement se rapprochait. Une détonation partit en dessous de lui, un bruit assourdissant dans cet endroit clos. L'odeur de la poudre, puissante et acide, vint piquer les narines de Richie. Elle le tira suffisamment de sa panique pour qu'il eût le temps de se rendre compte qu'il tournait la crémone dans le mauvais sens. Il inversa son effort, et elle céda avec un long grincement rouillé, tandis que de la poussière de charbon venait saupoudrer ses mains comme du poivre. Il y eut une deuxième détonation, tout aussi assourdissante. Bill Denbrough hurla. « Tu as tué mon frère, espèce de salopard !» Pendant quelques instants, la créature qui avait descendu les escaliers émit des sons entre le rire et la parole, comme si quelque chien vicieux s'était mis à aboyer des mots. Et Richie crut comprendre que la chose en veston d'uniforme lycéen avait répondu « Et je vais te tuer toi aussi. » « Richie !» cria alors Bill. Richie entendit le charbon qui se remettait à rouler pendant que Bill se précipitait vers le sommet du tas. Les grognements et les rugissements continuaient. Il y eut un craquement de planches éclatées, tandis que se mêlaient aboiements et hurlements, des sons sortis tout droit d'un cauchemar. Richie donna une poussée violente à la fenêtre, sans se soucier du verre qui pourrait lacérer ses doigts. C'était un détail maintenant. Elle ne se brisa pas, mais s'ouvrit vers l'extérieur sur ses antiques gonds d'acier couverts de rouille. Nouvelle avalanche de poussière de charbon, cette fois sur le visage de Richie. Il sortit sur le côté de la maison en se tortillant comme une anguille et sentit l'odeur fraîche et douce de l'air, tandis que les hautes herbes caressaient son visage. Il se rendit très vaguement compte qu'il pleuvait. Il voyait les énormes tiges des tournesols géants, vertes et velues. Le Walter partit une troisième fois, et la bête dans la cave hurla, un son primitif, de rage pure. « Il m'a eu! Richie! Au secours, Richie! Il m'a eu !» cria alors Bill. Richie se retourna et à quatre pattes vit le rond de terreur qu'était le visage de son ami, tourné vers la fenêtre surdimensionnée de la cave, par laquelle autrefois, tous les mois d'octobre, on faisait rouler le charbon de l'hiver. Bill gisait, étalé sur le charbon. Ses mains s'agitaient en direction de la fenêtre, mais inutilement, car elle était hors de portée. Sa chemise et son duffel-coat étaient remontés jusqu'à mi-poitrine, et il était tiré en arrière par quelque chose que Richie n'arrivait pas à distinguer nettement. Une chose comme une grande masse d'ombre qui se déplaçait derrière Bill, une masse d'ombre qui grondait et produisait des sons inarticulés presque humains. Richie n'avait pas besoin de la voir plus distinctement. Il l'avait déjà vue, le samedi précédent, sur l'écran de l'Aladin. Tout cela était fou, complètement fou, mais il ne vint pas une seule seconde à l'esprit de Richie de douter de sa propre raison ou des conclusions qu'il fallait en tirer. Le loup-garou adolescent venait d'avoir Bill Denbrough. Sauf que ce n'était pas Michael Landon, le visage grimé, le corps couvert d'une fausse fourrure. C'était bien réel. Comme pour le prouver, Bill cria de nouveau. Richie tendit les deux mains et s'empara de celle de Bill, qui tenait toujours le Walter dans la droite. Pour la deuxième fois ce jour-là, Richie plongea son regard dans l'œil noir sans paupières. Mais cette fois-ci, il était chargé. On se disputait Bill, Richie le tenant par les poignets, le loup-garou par les chevilles. Barre-toi d'ici, Richie! Barre-toi! Soudain, la figure du loup-garou sortit de l'obscurité. Il avait un front bas et aplati, couvert de rares poils, les joues creuses et velues. Ses yeux brun foncé manifestaient une horrible compréhension. Sa mâchoire inférieure tomba, et il se mit à gronder. Une écume blanche coulait des deux coins de son épaisse lèvre inférieure, en deux filets qui gouttaient de son menton. Sur son crâne, les cheveux étaient ramenés en arrière, dans une immonde parodie de catogan. Il rejeta la tête en arrière et rugit, sans quitter Richie des yeux. Bill réussit à gagner du terrain. Richie le saisit par l'avant-bras et tira. Pendant un instant, il crut qu'il allait l'emporter. Le loup-garou s'empara alors de nouveau des chevilles de Bill, qui fut brutalement tiré en arrière, vers les ténèbres. La chose était plus forte. Elle s'était emparée de Bill et n'entendait pas y renoncer. Alors, sans la moindre idée de ce qu'il faisait, ni des raisons qui le poussaient à le faire,
Richie entendit la voix du flic irlandais lui sortir de la bouche, la voix de Monsieur Nell, non pas celle de Richie Tosier faisant l'une de ses imitations ringardes, pas exactement non plus la voix de Monsieur Nell. C'était la voix de tous les flics irlandais qui avaient battu le pavé dans l'histoire de la police américaine. « Laisse filer mon garçon ou je te fends ton crâne épais. Je le jure par Jésus. Lâche-le tout de suite, bâtard, ou tu auras ton propre cul pour déjeuner. » Dans la cave, la créature laissa échapper un rugissement de rage, à crever les tympans. Mais Richie eut l'impression qu'il s'y trouvait aussi une note de douleur, ou peut-être de peur. Il tira de nouveau de toutes ses forces, et Bill vola par la fenêtre, s'étalant sur l'herbe. Il regarda Richie, les yeux agrandis par l'horreur. Le devant de son duffel-coat était tout noir de charbon. « Vite !» fit Bill, haletant. « Il faut que... » ajouta-t-il dans un gémissement, s'accrochant à la manche de Richie. Le charbon roulait de nouveau en avalanche dans la cave. L'instant suivant, la tête du loup-garou vint s'encadrer dans la fenêtre. Il leur montra les dents, grognant, tandis que ses mains s'accrochaient à l'herbe. Bill tenait toujours le Walter. Pas un seul instant il ne l'avait lâché. Il l'étreignait maintenant à deux mains, les yeux réduits à deux fentes. Il tira. Encore une détonation assourdissante. Richie vit une partie du crâne du loup-garou emporté, tandis qu'un torrent de sang ruisselait le long de sa joue et venait poisser ses poils puis le col de son uniforme scolaire. Avec un rugissement, il entreprit de passer par la fenêtre. Avec lenteur, rêveusement, Richie alla cueillir le paquet avec l'image de l'homme qui éternuait dans sa poche arrière. Il le déchira pendant que la créature hurlante et pissant le sang s'extrayait du cadre, ses griffes creusant de profonds sillons dans la terre meuble. Richie écrasa alors le paquet et cria, avec la voix du flic irlandais, « Barre-toi chez toi, morpion !» Un nuage blanc vola dans la figure du loup-garou. Il arrêta instantanément de rugir et se mit à fixer Richie avec une expression de surprise presque comique, tout en émettant des sons sifflants. Rouges et larmoyants, ses yeux roulaient vers le garçon et paraissaient enregistrer ses traits pour l'éternité. Puis, il commença à éternuer. Incoercibles, les éternuements se succédaient. Des jets filamenteux de salive giclaient de son museau. Des caillots de morve vert noir jaillissaient de ses narines. L'un d'eux atteignit Richie et lui brûla la peau, comme si c'était de l'acide. Il s'essuya vivement avec un cri de douleur et de répulsion. On lisait toujours de la colère sur le visage de la bête, mais à cela s'ajoutait la douleur. Impossible de s'y tromper. Bill l'avait peut-être blessé avec le revolver de son père, mais Richie lui avait davantage fait mal. Tout d'abord avec la voix du flic irlandais, puis avec la poudre à éternuer. Seigneur, si seulement j'avais aussi du poil à gratter, et peut-être un cacteur, qui sait si je ne pourrais pas le tuer, se demanda Richie, pendant que Bill le saisissait par le col et le tirait sèchement en arrière. Ce fut une chance. Le loup-garou s'était arrêté d'éternuer aussi instantanément qu'il avait commencé, et se jetait sur Richie. Vite, incroyablement vite. Richie aurait tout aussi bien pu rester assis là, l'enveloppe vide de poudre à éternuer à la main, à contempler le monstre, dans une espèce d'état d'émerveillement hébété, notant combien sa fourrure était brune, combien son sang était rouge, à quel point, dans la réalité, il n'y avait rien en noir et blanc, jusqu'à ce que ses pattes viennent se refermer sur son cou, jusqu'à ce que ses griffes lui arrachent la gorge, si Bill ne l'avait empoigné et remis sur ses pieds. Richie le suivit en trébuchant. Ils coururent jusque sur le devant de la maison, et Richie pensa « Il ne va pas oser nous poursuivre plus loin. Nous sommes déjà dans la rue, ou presque. Il ne va pas oser nous chasser. Il ne va pas oser. Pas oser !» Il osa. Il pouvait l'entendre juste derrière lui, qui grognait, poussait des sons inarticulés et larmoyait. Silver était toujours à sa place, appuyé contre un arbre. Bill jeta l'arme de son père dans le panier du porte-bagages, où il avait si souvent transporté ses faux revolvers, et enfourcha son engin. Richie hasarda un coup d'œil, tout en s'installant dans l'espace restreint entre la selle et le panier, et vit le loup-garou qui traversait la pelouse et se dirigeait vers eux. Il était à moins de 10 mètres. Sang, larmes et morve se mêlaient sur sa veste d'écolier. Sous la peau arrachée de sa tempe droite, on voyait luire un fragment de l'os frontal. 2 traînées pâteuses et blanchâtres de poudre à éternuer partaient de chacune de ses narines. Richie remarqua aussi 2 autres détails qui achevaient de rendre le tableau parfaitement horrible. La veste que portait la chose ne comportait aucun système de fermeture.
Au lieu de cela, il y avait ces espèces de gros boutons orange, duveteux comme des pompons. Le deuxième détail était encore pire. Il fut sur le point de lui faire perdre connaissance, ou du moins, il faillit s'abandonner au monstre et se laisser tuer. Un nom, cousu avec du fil d'or, apparaissait sur le revers de la veste. Le genre de truc qu'on peut se faire faire chez Matchens pour $1 si la fantaisie vous en prend. Sur la partie gauche et ensanglantée de la veste, tachée mais lisible, figuraient les mots « Richie Tosier ». Le loup-garou avançait toujours vers eux. « Vas-y, Bill !» hurla Richie. Silver se mit en mouvement, mais avec lenteur, avec beaucoup trop de lenteur. Il fallait tellement de temps à Bill pour la lancer. Le loup-garou s'engagea dans la rue creusée d'ornières au moment où Bill était déjà debout sur les pédales au milieu de Neibolt Street. Du sang tachait les jeans délavés du monstre, et Richie, qui s'était de nouveau retourné, plein d'une épouvantable et incontrôlable fascination voisine de l'hypnose, vit que les coutures avaient craqué en plusieurs endroits et laissaient dépasser des touffes de poils rudes. Silver zigzaguait follement dans tous les sens. Bill était tendu sur les pédales, tenant le guidon par en dessous, la tête tournée vers le ciel nuageux, les tendons de son cou gonflés et saillants. Les cartes à jouer tiraient encore au coup par coup. Une patte se tendit vers Richie. Il poussa un hurlement de détresse et l'évita, rentrant la tête dans les épaules. Le loup-garou retroussa les babines et grogna. Il était tellement près que Richie distinguait la cornée jaunâtre de ses yeux et sentait l'odeur douceâtre de chair putréfiée que dégageait son haleine. Ses dents étaient des crocs déchiquetés. Richie hurla de nouveau quand il lança une deuxième fois la patte, qui ne le manqua que de quelques centimètres. Le monstre y avait mis tellement de violence que les cheveux du garçon furent soufflés en arrière par le vent. « Yahoo, Silver, en avant !» hurla Bill à plein poumon. Il venait d'atteindre le point le plus haut d'une légère pente. Bien peu de choses en fait, mais suffisamment pour permettre de lancer Silver. Les cartes à jouer commencèrent à mitrailler. Bill pompait des deux jambes comme un forcené. Les zigzags prirent fin, et Silver fonça, tout droit, en direction de la route numéro 2. Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué, pensait Richie de manière incohérente. Le loup-garou rugit de nouveau. Oh mon Dieu, on dirait qu'il est juste à côté de moi. Et Richie eut le souffle coupé par sa chemise et sa veste, tiré en arrière et venu écraser sa gorge. Il émit un gargouillis étouffé et réussit à attraper Bill par la taille juste avant d'être arraché de la bicyclette. Bill partit en arrière, mais sans lâcher le guidon. Un instant, Richie crut bien que la grande bicyclette allait se soulever de l'avant et les renverser tous les deux. C'est alors que sa veste, déjà destinée depuis quelque temps au sac à chiffon, se déchira en deux dans un grand craquement, un bruit étrange, comme un paix monumental. Richie respira de nouveau. Il tourna la tête et plongea directement son regard dans les yeux bourbeux à l'expression meurtrière. « Bill !» essaya-t-il de hurler, mais l'appel sortit sans force de sa bouche. Bill parut néanmoins l'avoir entendu. Il se mit à pédaler, avec encore plus de vigueur, comme il n'avait jamais pédalé de sa vie. Il avait l'impression de s'arracher les tripes, et sentait dans le fond de sa gorge le goût épais et cuivré du sang, tandis que ses yeux, exorbités, semblaient prêts à lui sortir de la tête. Sa bouche grande ouverte avalait l'air en bouffées monstrueuses. Un sentiment insensé de joie s'empara de lui, impossible à nier. Il était fait de sauvagerie, de liberté, de l'impression de n'appartenir qu'à soi. Un désir. Il se tenait debout sur les pédales, les encourageait, les martelait. Silver continuait de prendre de la vitesse. Elle commençait à sentir la route, commençait à planer. Bill la sentait s'éveiller. « Yahoo, Silver! Yahoo, Silver, en avant !» cria-t-il de nouveau. Richie n'entendait que trop le bruit de course des tennis sur le macadam retrouvé. Il se tourna, le loup-garou le frappa juste au-dessus des yeux, avec une force incroyable, et Richie crut bien un instant qu'il lui avait arraché le haut du crâne. Le paysage s'assombrit brusquement autour de lui, tandis que les sons tour à tour s'estompaient et s'amplifiaient. Le monde perdit ses couleurs. Richie se colla désespérément contre Bill, tandis que du sang chaud venait lui picoter les yeux. La patte frappa de nouveau, atteignant cette fois-ci le garde-boue. Richie sentit la bicyclette
qui oscillait dangereusement sur le point de verser, pour finir par se redresser. Bill poussa encore un coup son Yahoo Silver, qui parut à Richie lointain, comme l'ultime réverbération d'un écho. Il ferma les yeux, s'accrocha à Bill et attendit la fin.